Le Burkina Faso a été plongé dans une crise soudaine lorsque les comptes bancaires de 113 figures influentes ont été gelés et leurs propriétés saisies sans préavis. Cette décision radicale ne concernait pas des inconnus, mais des personnalités ayant façonné le pays pendant des décennies. Le message envoyé était limpide. Plus personne n'est intouchable. Ibrahim Traoré, en orchestrant cette action, marquait un tournant décisif dans la lutte pour la souveraineté nationale, affirmant que le pouvoir ne protège plus ceux qui trahissent l'État. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif. La décision radicale de geler les avoirs des élites corrompues a envoyé un signal puissant. L'État, sous la direction de Ibrahim Traoré, n'hésitera pas à défendre la souveraineté du pays à tout prix. Ce geste audacieux marque non seulement un défi pour ceux qui ont abusé de leur pouvoir, mais aussi un test pour la nation tout entière. Si les élites peuvent être jugées et neutralisées, alors l'idée même de l'impunité, qui a régné pendant des décennies, s'effondre. L'enjeu est clair. S'il échoue, le pays pourrait sombrer dans un chaos inextricable, où la justice serait de nouveau subordonnée à l'intérêt des puissants. Mais s'il réussit, cela pourrait inaugurer une nouvelle ère pour le Burkina Faso, où la souveraineté populaire prend le pas sur les intérêts privés et étrangers. Ce n'est pas seulement une bataille politique, c'est une lutte pour l'âme du pays. En une nuit, la stabilité apparente du Burkina Faso a été secouée par une série de décisions administratives audacieuses. Les comptes bancaires de 113 figures influentes ont été gelés et leurs propriétés saisies sans préavis. Parmi ces personnes, on trouvait des anciens présidents, des généraux de l'armée, des magnats des affaires et des responsables de médias. Ces figures, autrefois intouchables, ont vu leur pouvoir s'effondrer du jour au lendemain, brisant un tabou qui perdurait depuis des décennies. Ce geste n'était pas une simple action juridique, mais une déclaration politique et stratégique. Ibrahim Traoré, à la tête de cette initiative, a voulu montrer que l'État ne protégeait plus ceux qui cherchaient à renverser le pouvoir en place de l'intérieur. Les services de commandos de renseignement ont confirmé que ces élites n'étaient pas seulement opposées au régime, elles étaient accusées de persuader de préparer un complot pour assassiner le président et renverser l'État. Ce complot, selon les autorités, n'était pas un événement isolé ou improvisé. C'était une opération structurée, planifiée avec soin, utilisant des leviers financiers, des sociétés écrans et des contacts internationaux pour atteindre ses objectifs. C'est ici que l'histoire a pris une tournure différente. Ce n'était pas simplement une crise interne, mais un affrontement entre l'État et un groupe de puissants qui avaient dû longtemps agi en dehors des règles. Le gel des avoirs a marqué la première étape d'une longue bataille pour démasquer ce complot, révélant un réseau d'influence qui se déployait bien au-delà des frontières du Burkina Faso. La réaction de la population a été immédiate. La confiance dans l'État a été restaurée, mais la question restait. Jusqu'où irait cette lutte? Les autorités ont promis que la vérité éclaterait au grand jour, mais le chemin vers cette vérité semblait semé d'embûches. Dans cette situation complexe, Ibrahim Traoré émerge comme un leader central du changement. Ancien militaire, il est parvenu à renverser un ancien régime non par la force brute, mais par une stratégie claire visant à restaurer la souveraineté et la justice. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré a immédiatement réaffirmé que la lutte contre la corruption et l'influence étrangère était sa priorité. En orchestrant le gel des avoirs de ses élites, il a pris un risque immense car cette décision n'a pas seulement ciblé des ennemis politiques, mais des réseaux financiers et des intérêts internationaux qui avaient longtemps prospéré dans l'ombre du pays. Cependant, ce geste audacieux a eu un impact immédiat sur le climat politique et social au Burkina Faso. Les partisans de Traoré ont vu cette action comme un signe de la détermination de l'État à se défendre, à protéger son indépendance et à rétablir la confiance du peuple. Mais pour les opposants, cela a été perçu comme un acte de vengeance politique.
une manœuvre visant à consolider le pouvoir en marginalisant ceux qui n'étaient pas en accord avec le gouvernement en place. La tension a donc été palpable, mais ce premier geste a ouvert la voie à une série d'événements qui ont redéfini le rôle de l'État et de la société dans le pays. Les premières réactions du peuple ont été partagées. Certains ont accueilli la décision comme un nouveau départ, tandis que d'autres s'inquiétaient des conséquences à long terme pour la stabilité du pays. Le Burkina Faso a vécu une transformation radicale lorsque le gel des avoirs de 113 personnalités influentes a été annoncé. Ce geste n'a pas été une simple mesure administrative, mais un tournant historique dans la politique du pays. Dès l'annonce, la nation a pris conscience que quelque chose de profond venait de se produire. Ibrahim Traoré, désormais au centre de l'attention, a pris un risque énorme en engageant une action aussi décisive. Mais cette décision allait bien au-delà des frontières du pays. Le complot pour renverser le gouvernement, selon les autorités, n'était pas une initiative spontanée. C'était une opération planifiée de longue date, soutenue par des acteurs puissants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Burkina Faso. Les accusations portées contre ces élites étaient en grave. Elles n'étaient pas seulement impliquées dans des actes de corruption, mais avaient activement conspiré pour préparer l'assassinat du président et le renversement de l'État. Cette révélation a choqué la population. Pendant des années, ces figures étaient perçues comme intouchables. Elles étaient protégées par leur richesse, leur influence et leurs liens avec des puissances étrangères. Cependant, le gel des avoirs a démystifié cette perception. En un instant, le pays a vu son système de gouvernance sous un autre angle. Il n'était plus dirigé par une élite omnipotente, mais par un gouvernement prêt à agir contre l'injustice, indépendamment du statut ou des connexions internationales. La décision a été radicale et sa portée a été immédiate. L'opinion publique a rapidement évolué. Ceux qui soutenaient le gouvernement ont vu cette mesure comme un signe de force, de détermination et de souveraineté retrouvée. Mais pour les opposants, la décision représentait une rupture dangereuse. Elle annonçait la fin d'un système où les élites avaient toujours échappé à la justice, et ce, au prix de la stabilité politique du pays. Les critiques ont dénoncé ce qu'ils considéraient comme une chasse aux sorcières politiques. Mais pour Traoré, l'enjeu était plus grand que de simples querelles internes. C'était une bataille pour la souveraineté du Burkina Faso, un refus de laisser des acteurs étrangers ou des groupes puissants déterminer l'avenir du pays. Le pays n'avait pas seulement à faire face à un complot interne, il était désormais confronté à une guerre économique et diplomatique. Le gel des comptes bancaires a eu un effet immédiat. Il a mis fin à l'afflux d'argent destiné à financer l'opération de déstabilisation. L'argent, selon les services de renseignement, était destiné à nourrir la désinformation, à financer des mercenaires et à manipuler les médias pour influencer l'opinion publique. En un coup, Ibrahim Traoré a pris le contrôle de cette situation en neutralisant l'une des principales sources de pouvoir des conspirateurs. Mais les répercussions ont été énormes. À l'intérieur du pays, la population, jusque-là fatiguée par des années de corruption, a commencé à se rassembler autour de l'idée d'un avenir plus juste. Les médias, autrefois soumis à des pressions politiques, ont commencé à diffuser des informations plus impartiales sur la situation. Les critiques, quant à eux, se sont intensifiées. Les accusations de tentatives de coup d'État et de vengeance politique se sont multipliées, mais l'essentiel était déjà en train de changer. Le Burkinabé moyen a vu cette action comme un acte de courage, un signal que l'État se défendait désormais contre ceux qui cherchaient à détruire sa stabilité. Cependant, tout n'était pas gagné. Le pays restait vulnérable. Les réseaux de soutien internationaux à ces élites déchues ne s'étaient pas encore fissurés et la menace de représailles restait bien présente.
La bataille pour le contrôle du Burkina Faso venait juste de commencer. Les services de renseignement burkinabés ont rapidement dévoilé des éléments cruciaux sur l'envergure du complot qui se déroulait dans l'ombre du pays. Les chiffres et les preuves accumulées ont révélé l'ampleur d'une opération de déstabilisation minutieusement orchestrée. Selon les rapports officiels, plus de 28 millions de dollars ont été mobilisés pour financer l'opération, une somme colossale pour un pays comme le Burkina Faso. Ce montant ne servait pas seulement à soutenir des réseaux de désinformation ou à financer des campagnes médiatiques, mais aussi à corrompre des officiers de l'armée et à acheter le silence de certains journalistes et figures publiques. Les services de renseignement ont également mis en lumière des réseaux de sociétés écrans à l'échelle internationale, utilisés pour dissimuler les flux financiers. Ces fonds, selon les autorités, ont transité par des comptes offshore et ont été utilisés pour acheter des armes, financer des mercenaires et même organiser des réunions secrètes à l'étranger. L'une des preuves les plus accablantes a été l'identification de plusieurs transactions bancaires suspectes, qui se sont intensifiées juste avant la prise de décision pour gel des avoirs. Ces transactions avaient pour but de déplacer de grandes quantités d'argent afin de préparer la phase finale du complot. Les autorités ont également révélé que des agents extérieurs, probablement des puissances étrangères, avaient soutenu ces réseaux en fournissant des conseils stratégiques et des ressources. Ce soutien international, bien que discrètement dissimulé, a révélé un maillage complexe de connexions à travers l'Afrique et l'Europe. L'importance de ces preuves a été capitale pour le gouvernement de Traoré, car elles ont permis de prouver que l'opération n'était pas un simple soulèvement populaire, mais bien un complot financier et politique soigneusement planifié. En outre, plusieurs documents ont été récupérés, des enregistrements de communication ont été interceptés et des messages cryptés ont été décodés, fournissant des informations essentielles sur les leaders de cette conspiration. Ces données ont permis de dresser un tableau précis des rôles de chaque acteur dans l'opération. Les premières analyses ont aussi révélé que plusieurs de ces figures avaient entretenu des contacts avec des puissances étrangères, cherchant à obtenir un soutien direct pour renverser le gouvernement actuel. Cependant, la décision de gel des avoirs a eu un effet immédiat sur cette machine bien huilée. Une fois les fonds bloqués, les opérations ont commencé à ralentir. Les paiements se sont arrêtés, les flux financiers se sont asséchés et les comploteurs ont perdu leur principal levier pour déstabiliser le pays. Les chiffres obtenus ont prouvé que l'une des stratégies de déstabilisation de l'État avait échoué, et ce, grâce à la détermination du gouvernement à défendre la souveraineté nationale. Ces révélations ont non seulement mis en lumière l'étendue du complot, mais elles ont également renforcé la légitimité de Ibrahim Traoré et de son gouvernement dans les yeux du peuple. Le soutien populaire n'a cessé de croître à mesure que la vérité sur l'ampleur de l'opération se faisait jour. La population a commencé à comprendre que la crise traversée par le pays n'était pas simplement une lutte pour le pouvoir, mais un combat pour protéger l'intégrité de la nation contre des forces internes et externes. Mais le travail n'était pas terminé. Le pays restait vulnérable à d'autres attaques similaires. La guerre financière et politique n'était qu'à ses débuts, et chaque mouvement stratégique était désormais scruté de près. Le véritable test pour Ibrahim Traoré et son gouvernement résidait dans la capacité à maintenir la pression, à démanteler les réseaux de soutien à ces élites déchues et à prévenir de futures tentatives de renversement. Lorsque les événements ont pris un tournant aussi dramatique, les avis ont rapidement divergé. D'un côté, les partisans du gouvernement de Ibrahim Traoré ont soutenu que l'action prise était non seulement légitime, mais nécessaire pour sauver la nation de l'emprise d'un groupe d'élites corrompues et pour restaurer la confiance dans les institutions. Selon eux,
La corruption et l'impunité des élites avaient fait du pays un terrain fertile pour les complots. En ciblant ces figures de proue, Traoré envoyait un message clair. Plus personne n'est au-dessus des lois et l'État se défend contre ceux qui cherchent à le déstabiliser. Pour ses partisans, ce geste représentait le début d'une nouvelle ère où la justice serait appliquée à tous sans distinction de statut social. Toutefois, un groupe d'opposants a exprimé de vives critiques face à cette décision. Pour eux, l'action du gouvernement ne visait pas seulement les corrompus, mais aussi à consolider le pouvoir de Ibrahim Traoré au détriment de ses adversaires politiques. Selon cette vision, cette opération était une forme de chasse aux sorcières, une tentative d'éliminer toute forme d'opposition pour installer un régime autoritaire. Ces critiques ont également soulevé des préoccupations concernant les répercussions à long terme sur la stabilité politique du pays. Ils ont averti que l'intensification de l'isolement des élites pourrait engendrer des troubles sociaux, voire une guerre civile, si les conflits internes n'étaient pas résolus de manière plus pacifique et inclusive. En revanche, les défenseurs de Traoré ont répliqué que la stabilité à long terme ne pourrait être atteinte que si l'on débarrassait le pays des forces internes qui menaçaient de le détruire. Selon eux, ignorer les réseaux de corruption et de pouvoir occulte n'aurait fait qu'aggraver les choses en permettant à ces élites de continuer à manipuler les institutions pour leurs propres intérêts. Le véritable défi selon Traoré et ses soutiens résidait dans le fait que l'État ne pouvait pas se permettre de céder face à ceux qui cherchaient à détruire la démocratie et la souveraineté du pays. Ils ont donc mis l'accent sur la nécessité de mener cette bataille à tous les niveaux, politique, économique, mais aussi social, pour éviter que les ennemis du pays ne gagnent du terrain en attisant les divisions. L'enjeu était clair. Il ne s'agissait pas seulement de démettre des individus de leurs fonctions, mais de remettre le pays sur la voie d'une véritable gouvernance souveraine où les intérêts de la nation passeraient toujours avant ceux des puissances externes et des élites corrompues. La situation au Burkina Faso a pris un tournant décisif avec la divulgation des preuves concernant le complot de renversement du gouvernement. Les premières révélations ont choqué la population et renversé la perception qu'elle avait de ses élites. Ce n'était plus une simple lutte politique, il s'agissait d'un complot bien structuré, alimenté par des réseaux financiers et des acteurs extérieurs. Le gel des avoirs des conspirateurs a stoppé net cette machine, mais il a aussi révélé l'ampleur de l'influence de ces élites à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ce retournement a marqué un point de bascule. Ce qui était perçu comme une crise interne est devenu une confrontation internationale avec des soutiens financiers et diplomatiques étrangers qui ont été découverts dans les coulisses de l'opération. La découverte de ces liens extérieurs a intensifié la lutte pour la souveraineté du pays. Ibrahim Traoré, en neutralisant les flux financiers, a montré qu'il était prêt à affronter non seulement les puissances internes, mais aussi les intérêts internationaux qui cherchaient à déstabiliser le Burkina Faso. Le vrai défi maintenant était de maintenir cette pression et de garantir que les forces externes ne puissent pas exploiter les faiblesses internes pour affaiblir davantage le pays. Les conséquences du gel des avoirs et de l'arrestation des élites corrompues ont été immédiates et profondes pour le Burkina Faso. Tout d'abord, la confiance de la population dans l'État a considérablement augmenté. Les Burkinabés, qui avaient vécu sous la pression de l'impunité et de la corruption pendant des décennies, ont vu dans cette action un signe de l'engagement du gouvernement à rétablir la justice. Pour les partisans de Ibrahim Traoré, cette décision a marqué une étape clé dans la reconstruction de la souveraineté du pays. En neutralisant les flux financiers utilisés par les conspirateurs pour manipuler le système, le gouvernement a pris un contrôle direct sur la situation. Cependant, pour les critiques, cette décision a eu des répercussions bien plus profondes. Le pays, autrefois caractérisé par sa stabilité relative,
a plongé dans une période d'incertitude. Les divisions politiques se sont intensifiées et les opposants au gouvernement ont dénoncé l'isolement croissant des élites déchues comme une mesure contre-productive, créant davantage de tensions internes. L'un des impacts les plus significatifs de cette crise a été l'isolement international du Burkina Faso, tandis que les alliés du gouvernement ont salué l'action de Traoré comme un acte de courage politique. D'autres, notamment des puissances étrangères, ont exprimé leur inquiétude quant à l'avenir du pays. Le soutien économique et diplomatique a diminué et le pays s'est retrouvé dans une position vulnérable sur la scène internationale. Cette situation a également exacerbé les difficultés économiques, car le pays dépendait encore largement des investissements étrangers et des flux commerciaux externes. Les sanctions internationales imposées en réponse à la répression interne ont mis le gouvernement de Traoré sous pression. Cependant, malgré ces défis, le soutien interne est resté relativement fort. Le peuple a perçu cette crise comme un tournant pour l'avenir de la nation, où il ne serait plus question de laisser les élites dicter l'agenda politique et économique. L'accent a été mis sur la souveraineté et la justice, plutôt que sur les concessions diplomatiques. Les mesures prises par le gouvernement ont eu un impact tangible sur la gestion des ressources nationales. Plusieurs projets de développement ont été redirigés pour améliorer la vie des citoyens ordinaires, tandis que des réformes ont été lancées pour renforcer l'indépendance économique. Les tensions au sein de l'armée et des services de sécurité ont également été une source de préoccupation. Bien que les forces armées aient, dans leur majorité, soutenu Traoré, des factions plus conservatrices ont vu dans cette purge une menace à leur pouvoir. Le pays se retrouvait donc à un carrefour. D'un côté, un mouvement populaire en faveur d'un renouveau démocratique et économique, de l'autre, des forces internes et externes prêtes à tout pour retrouver leur influence. La route qui s'ouvrait devant Ibrahim Traoré était semée d'embûches, mais les décisions prises durant cette période critique allaient déterminer la trajectoire de la nation pendant de nombreuses années à venir. Le défi principal résidait désormais dans la capacité du gouvernement à maintenir l'unité nationale et à garantir que les leçons tirées de cette crise ne soient pas oubliées, tout en naviguant dans un environnement diplomatique de plus en plus hostile. Le Burkina Faso se trouve à un moment crucial de son histoire et l'évolution de la situation dans les 6 à 12 prochains mois dépendra de plusieurs facteurs clés. On peut imaginer trois scénarios possibles pour l'avenir proche du pays. Dans un premier scénario, celui d'une stabilité retrouvée, Ibrahim Traoré et son gouvernement parviennent à maintenir l'unité nationale, à gérer les tensions internes et à gérer les défis économiques. Le soutien populaire reste fort et le processus de réforme continue. Les mesures de transparence et de justice permettent à la population de reprendre confiance dans les institutions. L'isolement international diminue progressivement et le Burkina Faso commence à attirer des investissements étrangers à nouveau. Bien que des obstacles demeurent, le pays trouve une certaine stabilité politique et économique, consolidant ainsi la gouvernance souveraine. Ce scénario repose sur l'habilité du gouvernement à naviguer dans un environnement diplomatique complexe tout en préservant l'unité nationale. On peut aussi envisager un scénario plus optimiste, celui d'une nouvelle ère de prospérité. Dans ce scénario optimiste, les réformes économiques mises en place après la crise réussissent à transformer le pays. Le gouvernement, fort de son soutien interne, met en œuvre des politiques qui favorisent la croissance économique, la création d'emplois et la modernisation des infrastructures. L'éducation, la santé et les services de public connaissent un renouveau et la population bénéficie d'une amélioration tangible de ses conditions de vie.
Le pays devient un modèle pour d'autres nations africaines, démontrant qu'il est possible de se redresser après une crise majeure grâce à des réformes internes et à une gouvernance responsable. Le Burkina Faso établit également des relations diplomatiques solides avec d'autres pays africains, réduisant ainsi l'influence de puissances extérieures. Enfin, il existe un scénario plus pessimiste, celui d'une désintégration sociale et économique. Dans ce scénario pessimiste, les tensions internes et les défis économiques prennent le dessus. Les réformes échouent à produire les résultats escomptés et le pays reste plongé dans un état de stagnation. L'isolement international persiste, exacerbant les problèmes économiques, tandis que des factions internes se battent pour le pouvoir, menaçant de plonger le pays dans une guerre civile. Les forces de sécurité et l'armée sont déstabilisées et les groupes armés profitent du chaos pour renforcer leur emprise sur certaines régions. Ce scénario serait une catastrophe pour la souveraineté du pays et pourrait entraîner un renversement du gouvernement actuel, à moins que des mesures de paix et de réconciliation ne soient donc mises en place rapidement. Le scénario optimal, bien qu'idéal, nécessite une gestion habile des relations internationales et une volonté politique forte pour maintenir le cap des réformes. Le peuple burkinabé a démontré sa résilience face à l'adversité, mais l'avenir du pays dépendra de la capacité à répondre aux besoins immédiats tout en construisant un avenir stable. L'impact de la crise qui traverse actuellement le Burkina Faso n'est pas seulement politique, mais il touche profondément la vie de ses citoyens. La décision de Ibrahim Traoré de geler les avoirs des élites corrompues et d'engager des réformes radicales a suscité une réponse forte de la part de la population. Ceux qui soutiennent le gouvernement voient en cette action une chance unique de remettre le pays sur le droit chemin, de restaurer la souveraineté et de mettre fin à des décennies de manipulation et de corruption. Pour eux, ce n'est pas simplement un changement de régime, mais un réveil national où chaque Burkinabé a un rôle à jouer dans la construction de l'avenir du pays. Pour les habitants des zones rurales, cette crise a également révélé l'écart qui existe entre les élites urbaines et la population de base. Si les villes ont vu un soutien fort à Traoré et à son gouvernement, les villages, souvent laissés pour compte, ont commencé à prendre conscience du pouvoir de leur voix. L'accès aux services de base, comme l'eau, l'éducation et la santé, est devenu un enjeu clé pour ces communautés. Les réformes en cours offrent la possibilité d'améliorer directement les conditions de vie de milliers de familles. Cependant, la question reste de savoir si ces promesses seront tenues et si le gouvernement pourra réellement faire face aux attentes croissantes de la population. Les jeunes, en particulier, jouent un rôle central dans ce mouvement. Animés par un désir de changement et de justice, ils sont devenus les moteurs de la résistance contre les anciennes structures de pouvoir. Ils aspirent à une société plus équitable où la corruption et l'injustice ne régneront plus. Ce réveil est palpable dans les rues, sur les réseaux sociaux et dans les discussions quotidiennes. L'espoir d'un avenir meilleur est tangible, mais il reste fragilisé par les incertitudes qui planent sur le processus de transformation en cours. La clé résidera dans la capacité à maintenir ce mouvement populaire tout en garantissant la stabilité nécessaire pour naviguer à travers cette période de transition. Pour traverser cette période de transition, le Burkina Faso doit adopter une stratégie claire et cohérente qui s'attaque aux racines profondes de la crise tout en ouvrant la voie à un avenir stable et prospère. Pour y parvenir, plusieurs étapes essentielles peuvent être suivies. La première étape consiste à assurer que les réformes judiciaires soient mises en place pour garantir que les élites corrompues, quel que soit leur statut ou leur pouvoir, soient les tenues responsables. La création d'un système judiciaire transparent et indépendant est essentielle pour restaurer la confiance du public. Il faudra aussi lancer un processus de réconciliation
pour éviter des divisions plus profondes. Un dialogue national inclusif est crucial pour traiter les griefs des différentes factions et pour construire une société plus unifiée. Cela pourrait inclure des initiatives de paix pour apaiser les tensions dans les communautés rurales et les zones urbaines. Ensuite, le gouvernement doit redoubler d'efforts pour attirer des investissements nationaux et étrangers tout en promouvant des réformes économiques qui favorisent le développement durable. Cela inclut la diversification de l'économie, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et des infrastructures, afin de réduire la dépendance au financement extérieur et créer des emplois. Enfin, le Burkina Faso doit veiller à ce que sa souveraineté ne soit plus compromise par des influences extérieures. Cela implique de construire des partenariats stratégiques tout en préservant une politique étrangère indépendante centrée sur les intérêts nationaux. En suivant ces étapes, le Burkina Faso pourra non seulement surmonter les défis immédiats, mais aussi poser les bases d'un avenir plus stable, équitable et souverain. Le chemin sera semé d'embûches, mais avec un engagement ferme envers la justice, la transparence et la réconciliation, le pays peut envisager un avenir prospère. Le Burkina Faso se trouve à un tournant historique. Le gel des avoirs des élites et les réformes audacieuses de Ibrahim Traoré ont révélé une réalité que beaucoup préféraient ignorer. La souveraineté nationale et la justice ne se négocient pas, elles se défendent. En s'attaquant aux puissants et en réaffirmant l'indépendance de l'État, le gouvernement a réaffirmé une vérité fondamentale. Le pouvoir appartient au peuple. Cependant, cette transformation ne se fera pas sans sacrifice. La route vers un avenir stable et prospère sera semée d'embûches et le chemin de la réconciliation nationale et de la justice demandera du temps et des efforts. Mais le courage affiché par Traoré et le peuple burkinabé montre que, même dans les moments les plus sombres, l'espoir d'un avenir meilleur peut triompher. Le peuple burkinabé a prouvé qu'il n'accepterait pas de rester dans l'ombre, qu'il était prêt à se lever pour son avenir. Ibrahim Traoré, en dépit des défis, incarne l'espoir que la justice et la souveraineté ne sont pas des rêves lointains, mais des réalités possibles. Ce n'est pas seulement un retour à la dignité, mais la promesse d'un futur où l'on ne négocie pas avec la vérité, mais où on la défend avec force. Le Burkina Faso est à un moment de son histoire où chaque action, chaque décision comptera pour l'avenir du pays. Ibrahim Traoré et son gouvernement ont choisi de remettre la souveraineté entre les mains du peuple, de redonner de la voix à ceux qui ont été réduits au silence trop longtemps. Ce processus n'est pas terminé, il est encore en construction. Le chemin vers une véritable justice, une souveraineté restaurée et un avenir prospère n'est pas facile, mais il est possible. Et pour cela, la participation active de chaque Burkinabé est essentielle. Il est temps de soutenir les réformes, d'impliquer chaque citoyen dans la construction d'une société plus juste et plus équitable. Le futur du pays est entre nos mains et il appartient à chaque génération de se battre pour ce qui est juste. L'injustice n'a pas sa place dans cette nouvelle ère. Alors, que choisissons-nous? Rester dans l'ombre ou avancer ensemble vers un avenir où la souveraineté et la dignité seront des réalités pour tous?